Bonjour à tous, du coup je suis venu ici vous parler d'IDP. Donc IDP ça veut dire Internal Developer Platform, et on va essayer de rentrer dans le détail. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et après on va regarder comment ça peut s'intégrer aujourd'hui dans l'IA. Ce dont je vais vous présenter c'est un peu une partie 1, j'hésitais à le faire, j'hésitais à faire un truc que j'avais déjà fait, une conf que j'ai déjà faite, mais j'avais hésité avec celle-là parce que c'est un peu une partie 1 voilà, d'un début d'un projet qui est en cours. J'aimerais bien faire une partie 2 après, avec tous les bénéfices, jusqu'où on est arrivé, etc. Donc, c'est une first step. Et le client n'a pas permis que je parle de son nom et de certaines choses très spécifiques à son infrastructure. Donc, voilà, il y a toute ressemblance à une infrastructure existante et fortuite. Voilà. Donc, du coup, euh, qu'est-ce que l'IDP? Donc, c'est un peu écrit en gros, j'imaginais pas que la télé est si grande. Euh, Votre plateforme, il faut voir l'infrastructure comme étant une plateforme. Ce n'est pas un outil, c'est un service. C'est un savant incroyable qui a dit ça, extrêmement intelligent, extrêmement beau, c'est moi. Et donc du coup, l'idée c'est de vous dire que le DevOps, le garant de la plateforme, n'est pas là pour créer des databases, des fils SQS, n'est pas là pour faire le mode pompier et répondre à des questions de développeurs. Il est plutôt là pour essayer de construire quelque chose qui va être vu comme un service à part entière. Et, euh, et l'idéal, c'est quand le développeur il nous appelle même pas. Moi, mon but, c'est d'automatiser ces workflows-là. Et c'est en aucun cas de faire le mode pompier et de répondre partout. Du coup, la définition, c'est quoi? C'est gagner en autonomie pour les devs. Ça, c'est le truc principal. On a l'abstraction de l'infrastructure. Donc ça, c'est réduire sa complexité au maximum, parce que je sais pas s'il y a des gens qui ont s'amusé à créer des bases de données sur AWS ou des fils SQS ou autre. Il y a un nombre de possibilités qui est assez grande. Et donc, du coup, un développeur qui connaît rien, malheureusement, c'est pas son job. Il va faire des trous dans la raquette, il va développer, il va créer une ressource cloud qui va pas du tout correspondre à ce qu'on peut faire. Donc, il faut définir des golden pass. Les golden pass, c'est l'UX, en fait, c'est comment on peut donner aux développeurs la facilité de créer et c'est rendre un peu ergonomique notre service. Et la sécurité, la gouvernance et l'observabilité. Euh, Nous, à chaque fois qu'on a mis en place une IDP chez nos clients, on les a aidés, en fait, in fine, à traverser une certification. Donc, ça aide énormément sur la partie SOC 2, ISO 27001. Ce que certifications vont venir chercher quand elles vont venir vous voir dans vos entreprises, c'est de savoir si vous êtes capable de savoir qui a modifié quoi. Et ça, c'est la base même de l'idée d'IDP derrière. Donc, 4 signes que votre équipe en a besoin, c'est la productivité et l'innovation qui s'essouffle, vous passez votre temps en mode pompier. Les devs n'ont aucune autonomie, ils appellent les DevOps ou ils appellent les gens qui s'occupent de ça pour régler leurs problèmes. On a une équipe qui est bloquée par une autre équipe, surtout dans les microservices, etc. On se retrouve à avoir deux équipes entre elles qui s'attendent et qui disent ouais, moi j'ai besoin de ce service, hein, moi j'ai besoin de ce jeu-là. Et les process manquent de standardisation. Donc en fait, même le nommage d'une base de données, ça peut devenir complexe et on se retrouve après plusieurs mois et plusieurs années avec des projets qui n'ont aucune nomenclature de nom, qui n'ont plus aucune compréhension. Et ça, par contre, c'est notre rôle en tant que gérant d'une plateforme et d'une infrastructure. Et désolé pour ça. Hop. Et donc, du coup, de quoi est composée une IDP? On va la découper en plusieurs parties. Il y a le développeur control plane, qui est la partie réservée, l'interface pour les développeurs. Donc, essayer de les aiguiller. La partie intégration delivery platform, c'est la CI/CD. Donc, c'est toute la partie qui va permettre de déployer sur l'infrastructure, etc. Les ressources cloud, ça, bon, bah, c'est à nous de les construire. Et le monitoring, la partie logging et monitoring, et une partie sécurité, super importante pour gérer les accès, etc. Dans notre cas actuel, en ressources cloud, on a un EKS, donc c'est Kubernetes qui est le pilier central de toute notre IDP, hein, ce qui va nous permettre de vraiment automatiser un maximum de choses. On a du RDS qui va être la base de données managée.
il y a du SQS, il y a un serveur DNS, donc c'est Route 53, et on a des EC2 qui vont être automatiquement scalés, scale up et scale down par un petit composant qu'on va voir juste après. La partie développeur cloud control plane, en fait, elle est faite d'un IDE. Bon, on peut se demander encore s'il y en a besoin aujourd'hui. Hein, Code Cloud, on aurait pu mettre le logo de Code Cloud qui remplace maintenant les IDE, de plus en plus, en tout cas. On a un système de versionning GitOps. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est que le GitOps, mais je vais le réexpliquer. L'idée du GitOps, c'est de se dire que Git est l'arbre de vérité à tous les points de vue. Donc, quand vous poussez quelque chose sur Git, il doit se retrouver automatiquement sur le cluster. Il y a une synchronisation qui est effectuée entre le cluster et les repositories. Et il va dans les deux sens, cette réplication. Parce que du coup, on est capable de calculer un drift. Et donc, on est capable de dire, bah là, il y a un truc qui a été modifié, je suis pas d'accord, ça n'existe pas dans le repository Git. Et ça, c'est important pour deux choses. Déjà, ça évite que le développeur il dise, tiens, il y a un bug en prod, je vais aller modifier. Ah, mais j'ai modifié ma variable d'environnement en prod, c'est bon, c'est nickel, ça marche. Je ferai le diff après bouffer, après manger, il a oublié, c'est sûr. Du coup, au prochain déploiement, eh ben, on a le même problème. Donc là, déjà, on voit le diff. Et l'autre truc, c'est que c'est aussi un axe de sécurité. C'est que ça vous permet, si quelqu'un arrive à faire une RCE, donc une Remote Code Execution, directement à travers un champ que vous avez, que vos développeurs ont exposé, et ben s'il arrive à se créer un service à compte sur Kubernetes à travers des commandes kubectl parce que le pod avait un peu trop d'accès, et ben on se retrouve à avoir un nouveau service qui n'est pas censé exister. Sur Git, il n'existe pas. Nous, on aura un système qui va synchroniser en mode GitOps. S'il ne le voit pas dans le repository Git, il n'a rien à faire sur le cluster. Donc on le détruit. On revient toujours à l'état du cluster. Et ça, on le fait en mode auto-remédiation. Donc c'est-à-dire que c'est non-stop actif. On a un outil Score qui est un outil de workload, beaucoup utilisé en test pour ce client-là plutôt. C'est un, bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais c'est un outil qui permet de transformer quelques lignes de YAML en beaucoup de lignes de YAML. Et donc en fait, on peut faire des outputs un peu différents. Donc par exemple, on peut exporter quelques lignes en un Docker Compose, on peut exporter quelques lignes en de la CI sur GitHub Action ou sur du Helm. On peut pré-build en fait, enfin, transformer un petit peu de YAML en une structure plus complexe de YAML. Ça permet de simplifier côté dev, des tests en local, ce genre de choses. Il n'y a même plus besoin de gérer ces Docker Compose pour tester en local. Helm, je pense que tout le monde connaît, voilà, qui est le package de Kubernetes, de gestion des paquets de Kubernetes. On a Terraform qui va nous permettre de déployer certaines choses côté cloud. Et à la fin, on a Backstage qui est l'outil qui va nous permettre de faire le catalogue de services et de faire toute l'interface des développeurs. Donc du coup, le Backstage, c'est un front que vous pouvez administrer un petit peu comme vous voulez. Et vous pouvez créer plein de choses autour, à l'intérieur de ce front-là. Et vous avez des systèmes de workload, donc vous pouvez faire un formulaire, par exemple, qui va transformer le résultat de ce formulaire en fichier YAML, par exemple. La partie CD, on a un pipeline GitHub Action, on a une communication avec... donc ça build côté GitHub Action, ça pousse sur ECR. Et après, il y a Argo CD qui se synchronise tout seul. Il y a Crossplane ici. Je ne sais pas si vous connaissez Crossplane. Crossplane permet de prendre un fichier YAML dans lequel on a décrit une ressource cloud et va en faire en fait, ça va devenir un objet Kubernetes, quoi, et qui va être déployé automatiquement grâce à Argo et Crossplane. Les deux ensemble, ils vont voir en disant tiens, il y a une nouvelle demande d'un objet cloud, d'une ressource, et on va venir l'apply et la créer directement sur AWS, grâce aux différents providers que Crossplane détient. Et ça, on aime bien, parce que c'est facile de faire du GitOps. Si on est capable de créer des ressources cloud depuis du YAML, d'un point de vue Git, en fait, on est capable de décrire notre infrastructure as code jusqu'au bout, et on est capable de le générer. On a Keda, qui est un scaler manager. Keda, ça permet de scaler sur ce que vous voulez, en scale down, en scale up, ça c'est assez génial. Vous pouvez scaler sur le nombre de pizzas, la météo dehors, le nombre de queues, le nombre de messages dans une queue, c'est assez incroyable. Il y a Carpenter. Et Carpenter, tout le monde connaît Carpenter ici. On a plusieurs qui hochent la tête, d'autres non, pas du tout. Donc du coup, Carpenter, c'est un autoscaler qui va
nous permettre de créer des instances EC2. Le gros avantage qu'il a, c'est qu'il va pool les prix de toutes les instances H24. Et donc, on va pouvoir lui dire, tu me démarres ce type d'instance, tu as le choix entre ce type d'instance. Tu vas pouvoir d'abord essayer de les démarrer en spot. Je ne sais pas si vous connaissez les 3 façons de faire de payer une machine. C'est soit on demande, soit reserve, soit spot. Et donc du coup, on va pouvoir démarrer plein de machines spot. Ce qui est cool, c'est que Carpenter il va être au courant si une machine est reclaim. Donc si le provider dit, bah, une machine spot, si c'est qu'ils ne savent pas, c'est juste que vous la payez 70% moins cher, mais le cloud peut la reclaim à n'importe quel moment. Donc là, on s'habitue tout de suite à perdre des machines. Donc on accepte le fait de perdre une machine, et on se dit, bah voilà, si elle se fait reclaim, je dois me débrouiller, ça doit passer. Donc il y a peut-être quelques jobs qui vont peut-être merder, ou alors on va les mettre dans un patch bien différent, on va les mettre dans un autre pool très spécifique, si jamais on a besoin d'être absolument sûr qu'ils soient exécutés jusqu'au bout. Et Carpenter va nous parler de tout ça. Ça, c'est un très bon outil pour réduire la facture cloud. Je ne sais pas si on va pas vous le demander chez vos employés ou autre. Mais du coup, c'est un bon outil pour réduire une facture cloud. Et puis, on a External DNS, qui va nous permettre d'automatiser les écritures dans Route 53. En composant d'architecture côté monitoring, on a Grafana, Victoria Metrics, qui va stocker les metrics. Et on a OpenTelemetry, qui est assez énorme et qui est capable aujourd'hui de... Enfin, petit à petit, un gros sujet sur faire en sorte qu'OpenTelemetry puisse suivre énormément de calls kernel, système et tout ça, pour pouvoir suivre très précisément beaucoup de choses. C'est un super outil à suivre, je vous conseille de commencer à le bosser parce que, en tout cas, il est prometteur. Et côté composant, on a un secret manager qui est Vault. On a le système SSO, donc du coup qu'on va binder automatiquement avec du Argo et avec du Backstage. Donc du coup, on va pouvoir gérer tous les accès, centrer tous les accès autour de ça. Et derrière, on a aussi un outil qui nous permet d'analyser les CVE en temps réel. Bref, à la fin, on arrive à une architecture un peu comme ça. Donc ça permet de voir un peu les schémas de comment vont se déplacer les choses. Donc on va avoir les IDE qui vont développer et qui vont faire leur tambouille avec du GitHub Action, ils vont faire leur build, etc. On va avoir du Backstage qui va commencer à faire du Helm et qui va pouvoir déployer des ressources, et automatiquement on va pouvoir manager et créer des ressources, des fils SQS, des bases de données ou autres. Et là on commence à avoir tous les éléments pour construire une IDP. Et derrière, ce qu'on va pouvoir faire après, bah, c'est il va falloir connecter tous ces outils, parce que l'Identity Center, va falloir le connecter à Argo, va falloir le connecter à Backstage pour que tout le monde puisse se connecter dessus. Et ce qui est bien, c'est que Backstage, vous pouvez même l'utiliser pour faire remonter quelques dashboards Grafana. Donc, par exemple, si c'est un dev, il peut suivre automatiquement sur son truc, faire un iframe de toute sa partie Grafana à lui. On peut faire plein de choses. L'autre truc cool qu'il y a, c'est que si on déploie des choses à travers de Backstage, donc on va faire une sorte de formulaire, etc. Dès qu'on va déployer à travers Argo, bah Argo va nous permettre de suivre l'état d'avancement et le déploiement des ressources cloud. Donc on va pouvoir voir, si avec Crossplane on a créé une file SQS, on va pouvoir voir si elle est up, si tout va bien, etc. Donc c'est plutôt cool. Maintenant on va parler des Golden Pass. Est-ce que vous connaissez Netflix? Je vois beaucoup de têtes qui disent non. Du coup, Netflix, c'est un service. Vous n'êtes pas là en train de vous-même faire les sous-titres de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ils marchent tous, dans toutes les langues, même le hongrois. C'est incroyable. Et en fait, le Golden Pass pour Netflix, c'est quoi? C'est vous rentrez d'une super soirée comme celle-là, vous êtes bien fatigué après avoir m'écouté parler pendant tant de temps, et après, vous rentrez chez vous, vous avez envie de regarder un film, vous démarrez Netflix, vous arrivez sur Tendance actuelle ou Top 10, je sais pas quoi, enfin je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Et là, vous cliquez sur celui-là, un de ceux-là, et vous matez votre truc, vous êtes content, vous allez vous coucher, vous êtes satisfait de payer 8 € par mois pour ça. Pourquoi c'est un Golden Pass? C'est un Golden Pass parce que, pour Netflix, il vous expose les films qu'il a envie que vous regardiez. En fait, si vous regardez ces films-là, ils coûtent 0 à Netflix. Ils coûtent 0 à Netflix parce que
si Netflix ne faisait pas ce que je vais vous expliquer là, il pèserait pour à peu près 30 à 40% dans le trafic mondial. Parce qu'envoyer de la vidéo 4K avec sous-titres et Tutti Quanti et 14 formats audio, ça pèse une blinde atomique, et la taille des tuyaux, et ben elle est fixe. Et on va pas les changer tous les matins. Du coup, eux, ils ont envie que vous regardiez des films, mais qu'ils ne soient pas stockés chez eux. Alors, ils déploient quelque chose qui s'appelle de l'OCA, l'Open Connect Appliance, qui viennent mettre directement dans les FAI. Et en fait, ce sont des CDN. CDN, ça veut dire Content Delivery Network. C'est une sorte de catapulte qui va vous envoyer le film le plus proche possible de vous, quoi. Et en fait, parce que je pense que vous le savez, quand vous allez sur Internet, vous passez toujours par votre FAI, hein, peu importe si c'est un VPN ou ce que vous voulez, vous passez toujours par le serveur de vos FAI, c'est juste que vous chiffrez votre connexion, mais vous passez toujours au milieu du FAI avant de partir sur l'Internet mondial. Et donc en fait, l'OCA, le serveur de Netflix, se trouve directement chez votre FAI préféré. Ils ne le payent pas, ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier, ils l'ont payé chez je sais plus qui, Free, peu importe, Orange. Et puis en fait, la qualité était tellement top que les gens ont migré de chez Orange pour aller chez X, parce que la qualité Netflix était super. Et donc du coup, les autres fournisseurs d'accès, ils ont appelé en disant, moi aussi, je veux mettre un serveur OCA chez moi. Ok, trop cool. Donc en fait, ils ont inondé tout le monde a eu un serveur. Et donc le premier qui regarde ce film, il poule le film directement sur le CDN. Et puis après, tout le monde vient le chercher uniquement sur le serveur qui est dans le FAI. Donc en fait, eux, mis à part les droits d'auteur, et là, il n'y a que des films qui sont estampillés avec un N, donc ça veut dire qu'ils sont faits par Netflix et produits par Netflix, donc ils leur coûtent rien. Et ben ces films-là leur coûtent strictement zéro. Donc vous payez un abonnement pour que eux, ils aient même pas le compute, ils aient juste écrit les sous-titres et envoyé sur des CDN et des serveurs qui ne payent pas l'électricité. Donc eux, ils sont assez contents quand vous regardez ces genres de films-là. Et vous êtes satisfait, parce que du coup, si c'est regardé par l'ensemble de la population, ou en tout cas par vos amis, voisins, etc., en fonction des tranches d'âge, bah, le film va être pas mal, je pense, donc vous allez être satisfait aussi. Donc c'est trop cool. Ça, c'est du Golden Pass. Et donc du coup, nous, on n'a pas autant de Golden Pass stylés qu'eux. Mais quels sont les besoins d'un développeur? Un développeur, quand il développe une application, il va avoir besoin d'une queue, par exemple, il va avoir besoin d'une BDD, il va avoir besoin d'un repository, il va avoir besoin d'un bucket, d'un secret, ou même d'un cluster. On peut créer tout ça avec une IDP, c'est incroyable. Donc le workflow de création il est assez simple. Le dev il arrive avec un besoin, il se connecte sur Backstage, et puis là un formulaire, SQS, DB, en fonction de vos besoins. On a une création automatique grâce au workload de Backstage qui va produire le fichier YAML. On va pouvoir le merger automatiquement avec le repo parce qu'on a confiance. Et on a Crossplane et Argo qui vont venir faire leur job, qui vont venir récupérer la différence et apply la nouvelle conf. Et dans Argo, on peut avoir toutes les infos, donc on sait exactement ce qui s'est passé, etc. On est assez content, on voit, il y a une petite coche verte, c'est trop bien, ça a été déployé, et tout est OK. Et donc le développeur, il voit tout, il voit son code, il voit les pods qu'il a pu démarrer, et puis il voit aussi les objets qu'il a pu créer, qu'il a besoin pour son application, dont il a besoin pour son application. Et ça, c'est trop bien. C'est en fait une base de données en YAML, c'est ça, quoi. Et là, nous, le développeur, il ne sait pas quel VPC il faut mettre, il ne sait pas la version on peut lui proposer à travers un petit champ, mais le subnet qu'il doit utiliser, pareil, le nom, on peut le compute. Donc du coup, même la région, enfin je veux dire, le développeur qui arrive la première fois sur la console AWS, il arrive direct aux US, et ben il va se mettre à créer une base de données là, mais sauf que notre infra, elle n'est pas là-bas. Et donc du coup, toutes ces notions-là, il les a pas forcément. Et donc il faut lui faciliter la vie, c'est notre job en fait, de construire une plateforme où on lui facilite la vie. Donc du coup, un Golden Pass pour créer une BDD, ça ressemble à un truc comme ça, quoi. On a Backstage qui va créer du M, qui va être mergé automatiquement dans GitHub, Crossplane et Argo vont faire leur tambouille, et on va déployer une RDS. Donc c'est la base de données directement sur Amazon. Trop cool, on est content. Maintenant, on va regarder d'un point de vue argentique, comment on peut changer la donne. Donc l'idée, globalement, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est ni plus ni moins qu'écrire une feature.
Parce que, pourquoi on existe? Grande question. Pourquoi on existe? On existe parce qu'en fait, il y a des CEO, CTO, bref, il y a des gens qui ont imaginé un business autour d'un produit, d'un service qu'ils ont exposé. Donc nous, notre but, c'est de créer une plateforme qui va les aider à écrire une feature et qui va rendre la feature vivante. Donc en fait, il y a une sorte de, on va dire, une couche qu'on va appeler la gouvernance layer, la couche de gouvernance, qui comprend le CTO, qui va définir le besoin. Donc lui, il a fait son tambouille avec le COMEX, mais il sait qu'il a besoin. Il y a le POPM qui va venir mesurer, analyser et prioriser. Et on a un archi au milieu de tout ça qui va donner le plan. Il va dire, bah voilà, on va construire ça comme ça, vu qu'on est en multi-repo, monorepo, machin, on va construire ça de cette façon. Il va d'abord falloir committer pour ça là, ici. On va d'abord devoir faire ça ici. Donc eux, ils vont créer une tâche dans le board manager. Et board manager, ça peut être GitHub, les issues GitHub, ça peut être Jira, ça peut être Trello, ça peut être Square. Peu importe. Après, on passe dans la partie, on va dire, bon, bah, développeur control plane. Donc là, ils ont créé la suite des besoins. Donc, ils ont posé une vision. Donc là, on commence, on a Code Cloud qui doit être supervisé. Nous, on va parler uniquement de Cloud Code, qui va être supervisé par un développeur. Qui va dire, bah voilà, qui va être un peu assisté, il va faire des allers-retours, il va essayer de développer le truc. Après, il y a la team gouvernance, la team qualité. Peu importe s'il y a des testeurs, s'il n'y a pas de testeurs, s'il y a le PO qui teste, etc. On n'est pas là pour ça, mais lui il va venir vérifier que tout est en place et que c'est OK. Et puis derrière, hop, on va déployer en production. OK, c'est incroyable. Le problème, c'est qu'il y a des stagiaires au milieu là. C'est eux. Ça marche pas, mon petit bip, mais c'est eux les stagiaires. Et donc les stagiaires là, ils peuvent faire un peu tout et n'importe quoi. Et les devs qui les managent, les stagiaires, c'est pas des managers, c'est des développeurs. Et avant, les stagiaires, ils étaient managés et par les développeurs et un peu par les managers, etc. Donc il y a une sorte de consensus, on allait bouffer avec eux, on allait boire un verre avec eux, on allait discuter avec eux, et donc du coup, on évoluait tous ensemble et on avançait tous ensemble. Alors que là, le stagiaire, on bouffe pas avec lui, je crois pas, et on va pas boire une bière non plus. C'est pas à ma connaissance si c'est pas encore faire. Et donc, du coup, il va falloir poser un cadre qui doit venir d'en haut. Parce qu'on ne va pas demander à tous les développeurs de poser leur cadre. En fait. Donc, il y a une vision à lancer, il y a une direction, il y a une sécurité à mettre en place, il y a des choses. Et donc, du coup, il faut poser un cadre. Donc, comment on fait pour que la gouvernance layer, elle vient et elle pose un cadre aux petits stagiaires qui bossent avec les devs, pour que tout le monde bosse plus ou moins de la même manière. Après, chaque dev pourra assister son IA différemment, mais par contre, l'idée, c'est de les mettre tous dans le droit chemin. Du coup, on utilise un truc qui s'appelle les skills. Donc la gouvernance layer, elle va se dire, ok, j'ai besoin, donc j'ai défini tout ça, j'ai besoin de définir mon cadre. On va faire ce qu'on appelle une KDS, une Knowledge Distribution System. En fait, c'est un gros repository dans lequel il y a plein de fichiers MD et dans lequel il y a plein de skills. On va découper ça en business, technique, projet. Donc business, ça peut être la vision produit, le persona user, on peut mettre les priorités. En technique, on va mettre les security, on va pouvoir orienter pas mal de choses là-dessus. Si vous développez un outil qui est dans la sécurité, le choix à pousser à Code Cloud, c'est toujours de dire, voilà, tu dois toujours tendre sur le choix le plus sécurité, qui pousse la sécurité à son paroxysme. Et derrière, on en revient à une limite un peu bizarre entre la doc et une façon de travailler, quoi. Donc là, ça nous oblige à faire ça de manière très très propre. Avant, c'était les devs qui écrivaient de la doc. L'IA, elle sait très bien écrire ça. Il faut que ce soit assisté par Code Cloud. C'est Code Cloud qui doit écrire ces trucs-là. Mais ils doivent être relus, validés et travaillés par la team de gouvernance. Les devs peuvent faire des propositions, évidemment, mais c'est eux qui doivent valider la direction. Parce que sinon, ça part un peu en vrille. Et donc, du coup, nous, on a fait une skill key qui permet de faire des init, de faire des synchronisations, de venir valider aussi qu'un skill est correct, de les lister, de faire des updates. Parce que ces skills-là, c'est du texte, et le moindre changement d'un mot va impacter tous les codes cloud en dessous de nous. Donc du coup, c'est super important de faire attention, de le versionner, de pouvoir revenir en arrière si jamais il y a un problème.
Donc du coup, en fait, on construit des versions sur chaque skills. On dit s'ils sont mandatory ou non. On a des tags et puis on a des numéros de version. Il y a des trucs qui sont cool, c'est que passer en mandatory le product vision, bah en fait, ça change vachement la façon dont il va se comporter. Si on lui dit à chaque fois ta vision globale, c'est ça, ton but c'est de tendre vers ça, bah du coup, certains choix, ils vont être un peu meilleurs, ils vont plus s'adapter à notre besoin. Et donc, on arrive à des choses un peu plus sympas. Donc, on retourne à notre schéma. On arrive à la skill key et le skill repository qui vient poser le cadre et aider CodeCloud à écrire. Parce que dedans, il y a également, je pense, dessus, par ici, par là, il y a un moment, il y a un crossplay SQS. Donc on a expliqué le Golden Pass de comment il doit créer une ressource SQS avec crossplay. Et ça, c'est cool parce que du coup, on n'a plus besoin de Backstage. Et Backstage, je sais pas si vous avez mis les doigts dedans, mais c'est une fucking horreur. Et parce que moi, je suis pas développeur front. Heureusement que l'IA est là pour me remplacer, mais c'est on va pouvoir dégager Crossplane. Et ça, c'est pas Crossplane, pardon, non, Crossplane on a besoin. Backstage. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on a la skill key qui vient un peu résoudre ce problème-là. Mais bon, on a toujours lui là. C'est le développeur. C'est le mec, en fait, au fond, c'est top, il travaille un peu mieux, mais on peut essayer d'aller encore plus loin, on peut essayer d'améliorer encore son temps, on peut essayer de travailler autour de lui. Il fait coucou, je fais ça. Coucou. Et donc, du coup, je vais partager certaines phrases qui sont sorties ces dernières semaines, mais CodeCloud a été écrit 100% par CodeCloud. Je le dis toujours à l'envers, non? C'est Cloud Code. Ouais, je dis toujours CodeCloud. Cloud Code. Et ben, il est écrit 100% par lui-même. Et Stripe a dit qu'ils étaient à 1300 PR par semaine sans IDE. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, et je pense qu'il y a un petit virage à prendre encore. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, ils disent tous que le bottleneck, avant, il était sur la façon de créer une feature, maintenant, il est sur la façon de la relire. Maintenant, les devs, ils sont plus assez là pour relire le quantité de code qui est écrit, qui est vers. Parce qu'après, il faut regarder, hein, si sur 1300 PR, il y en a 1299 qui sont des bugs fixes, c'est quand même con. Mais au-delà de ça, c'est quand même intéressant de voir à quelle puissance ils sont arrivés. Ils ne sont pas arrivés là sans une infrastructure aux petits oignons. Donc du coup, comment on règle comment on évite que le développeur, en fait, il manage Cloud Code? Parce que lui, ce qu'on voudrait, c'est qu'il vienne après pour valider, modifier, ou en tout cas, on voudrait que les 80%, enfin, je sais pas, c'est un peu long quand Cloud Code on l'avait lancé, quoi. Ça fait des allers-retours, etc., quoi. Donc on a envie de gagner un peu de temps là-dessus. Donc l'idée, c'est de le transformer en un gros workload qui ouvre la PR. Et pourquoi pas, en fait, il peut tout faire la nuit, quoi. Il peut en ouvrir la nuit, puis le matin, on peut arriver, puis il y a 5-6 PR qui sont ouvertes, et puis on va les tester dans la journée, le dev va essayer de les démarrer, va voir si ça s'interface bien, ça montre bien, etc. Donc ça, c'est assez cool. Donc là, en fait, on a une distribution layer. On n'a plus de dev au milieu de ce truc-là, on a un truc qui est automatique, qui est une distribution. C'est trop cool. Sauf que, bon, nous, le client, il utilise des issues GitHub. Donc il y a des issues qui ont des sub-issues, et des sub-issues qui pointent vers d'autres projets, parce que du coup, ils sont en microservices. Donc quand on veut faire une nouvelle feature, en fait, il y a un petit truc à ajuster là-bas, il y a un boulon à l'autre, etc., etc. Donc il y a des dépendances. Donc en fait, on a Keda qui va pouler les issues qui sont créés, et on va avoir un orchestrateur, qui son rôle, ça va être de résoudre les dépendances, grâce à l'algorithme de Khan, qui permet de résoudre dans un arbre de dépendance quels sont les nœuds qui n'ont aucune dépendance, quels sont les nœuds qui en ont. On va faire une première vague de ceux qui n'ont aucune dépendance, donc on va démarrer des agents qui vont essayer, tenter de coder un truc sur toutes ces PR-là, toutes ces issues. Et eux, ils tournent. Et on attend. Notre orchestrateur, il s'embête pendant ce temps-là, il attend. Et après, vague 2, après le merge, merge, en tout cas, l'ouverture d'une PR, pour se baser dessus, on va démarrer la deuxième vague.
Donc une des idées, moi je pense à titre personnel, c'est que le multi-repo va être fortement réduit avec ce genre d'agent. On va vraiment y gagner beaucoup en étant en mode monorepo. Après, Google est déjà, enfin, c'est monstrueux leur monorepo, Microsoft aussi. Donc, je pense que le multi-repo, c'est un truc qui va petit à petit devoir être justifié. Et chaque issue est gérée par un agent et on ouvre une PR à la fin, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais donc du coup, lui, il va travailler toute la nuit. Sauf que je sais pas quoi, Claude Code, si vous le laissez tourner, il peut faire plein de trucs, il peut s'amuser pendant 3 quarts d'heure, il peut aller lire vos mails, et il peut s'amuser, quoi. Et donc du coup, on va regarder comment on fait une exécution. Donc on a l'orchestrateur qui va créer une pool d'agents. L'agent, il va faire une skill key update, il va aller chercher tous les skills dont il a besoin, tous ceux qui sont mandatory, tous ceux qui sont adaptés pour son projet. Chaque repository détient un fichier skillguard qui est l'ensemble des skills sur lesquels ils doivent se baser pour aller pool et pour avoir une architecture de documents à aller à intégrer dans sa façon de travailler. Derrière, il va nous faire un git clone du projet. Et enfin, on va faire un clone-p. C'est un mode headless. Et on peut lui passer donc un énorme prompt qui va être en fait l'issue qu'on va venir récupérer et qu'on va passer à l'intérieur de notre outil. Et on peut lui donner un nombre maximum d'itérations. Voilà. Ça, c'est intéressant, ça va nous permettre de tester. Est-ce que 15 c'est bien? Est-ce que 20 c'est bien? Est-ce que notre façon d'écrire des issues est assez claire? Est-ce qu'on a... Et ça, en fait, ça dépend vraiment de la façon dont on va décrire l'issue. Si on rentre très profondément aussi, c'est hyper flou. Il va se taper plein d'itérations. Et à la fin, il crée une paire. Donc là, c'est assez cool parce que du coup, on a un truc qui marche de plus ou bien. On arrive à créer automatiquement et pré-compute du dev qu'on a imaginé pendant la journée. Et ça, c'est calculé pendant la nuit. Il manque un truc qui est hyper important, c'est une partie analyse et feedback. Ça, c'est ce qui manque, je trouve, au schéma de l'IDP comme on l'a présenté, parce qu'en fait, il est super important pour arriver à analyser. Là, on est dans un truc où en fait le mot peut changer quand même pas mal de choses. Donc on n'est plus sur quelque chose de très binaire. Sur un projet comme un langage de développement, c'est assez binaire, hein, ça marche pas, on passe dans la fonction, on passe pas dans la fonction, il n'y a pas trop de choses. Alors que là, on augmente énormément l'entropie des soucis qu'on peut avoir. Et donc, c'est important d'analyser ce qui se passe avant, après, et à chaque changement, à chaque update d'un skill. Donc pour ça, on va rajouter une petite couche. Donc on va réutiliser le Grafana qu'on avait déjà. Et on va utiliser Kestra, qui est un ETL, qui va nous permettre d'aller récupérer des données un peu partout. Donc une liste non exhaustive de métriques qui peut être intéressant à intégrer dans notre suivi de l'utilité de notre repository de skills, c'est le nombre de PR ouvertes, son évolution dans le temps, le nombre de jobs de CI/CD lancés, le nombre de tâches réalisées, le nombre d'incidents, ça c'est super important, on l'a vu, hein, je crois que l'année 2025 et début 2026, ça a été la pire année pour tout le monde, il y a tout le monde qui s'est vautré au moins une fois, hein, entre Cloudflare, Azure et tout, ils y sont tous mis, AWS aussi pendant un temps, comme de par hasard au passage de l'IA, je dis ça, j'ai rien dit. Le nombre de lignes de code par PR également, et puis le nombre de bugs, parce que ça c'est hyper important, le nombre de bugs a tendance à augmenter, plus on augmente l'entropie, plus on augmente le nombre potentiel de bugs. Et donc ces indicateurs-là vont nous permettre de manager nos skills un peu mieux. Donc on va modifier un paramètre, on va regarder comment ça évolue, on va taper des graphes et on va un peu plus s'amuser autour de ça. Voilà. Et donc moi je me présente, je m'appelle Tanguy Charon, je suis le fondateur de la société DoNow, qui a une dizaine de salariés sur Lyon principalement. On est à Lyon 7 juste à côté, on paye toujours le café si vous avez envie de venir, on est au sens suisse avenue Jean Jaurès. On est expert sur la partie plateforme et cloud. Donc on met en place des architectures chez nos clients. On chasse les coûts, beaucoup, on aime bien ça. On aime bien prendre une facture AWS et éclater au sol.
Et voilà, on va passer par la migration cube, de la prestation, de la formation. On est certifié Calliope. Et si vous avez envie de me voir, moi, je donne une matinale tech tous les vendredis matins sur Twitch, YouTube et LinkedIn, donc en direct. Donc je parle de l'actualité. Voilà, ça peut paraître tout n'importe quoi. La semaine dernière, on a fait un débat sur est-ce que OpenClaw allait remplacer Kubernetes. Bon, c'est pas impossible, mais pourquoi pas. Euh, et la dernière fois, on a aussi analysé tout le hack de LeakTorrent. Je ne sais pas si vous avez vu yigleak.top, excellent. Je conseille d'aller lire, c'est vraiment génial. Le hacker a fait un super job. Et on l'a analysé en long, en large et en travers, c'était assez cool. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur l'IDP, j'ai fait aussi un petit livre de 35 pages qui va expliquer un petit peu plus en profondeur chaque partie que j'ai fait. Donc voilà, vous pouvez le télécharger ici. On a aussi un cas client d'un ancien client qui passait de Docker Swarm à Kubernetes, si ça vous intéresse. Ça fait beaucoup de QR code. Pas moi qui décide. On retrouve tout ça sur LinkedIn. Et on retrouve tout ça sur LinkedIn. Et puis, il y a les slides qui sont ici. J'ai vu des gens prendre des photos, mais si vous voulez télécharger les slides, le PDF est accessible directement depuis là. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Sujet passionnant, s'il en est. Seulement, je me pose la question de la taille des structures qui sont adaptées pour un IDP comme tu l'as présenté. Est-ce que c'est adapté à une PME? Est-ce que c'est plutôt pour des grands groupes? Quelle est la taille de l'équipe en place pour que ce soit intéressant en fait? Ce qu'on voit, c'est qu'à partir de une vingtaine de devs, ça commence à être vraiment intéressant. Avant, il y a souvent quelqu'un qui fait le pompier. Et donc, du coup, nous, l'idée, c'est un peu de l'aider, ça. Donc, on est arrivé, la plupart du temps, on les a installés. C'était des gens qui avaient à peu près 10, 15 qui sentaient venir qu'il fallait faire quelque chose. Tu vois, ils arrivaient au terme, ils étaient bloqués, soit ils étaient sur Docker Swarm, soit ils étaient sur un autre outil qui leur allait pas. Et donc après, soit ils avaient envie de passer une certification aussi, SOC, etc. Et donc là, du coup, on les accompagnait pour mettre en place. Mais en effet, il faut au moins avoir un ou deux DevOps qui va tourner tout le temps. Donc soit il y a nous, soit il y a des DevOps en interne qui ont tout le temps. Donc ouais, on va dire à partir de 15-20, on peut commencer à réfléchir à quelque chose comme ça. Développeur, ouais. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Je pense que c'est un bon nombre. Après, bon, il y a aussi le business, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils ont 20 tech, mais leur business, c'est trois instances, et puis ça va aller super bien, enfin, ça va leur suffire, ils vont jamais avoir besoin de scalabilité. Nous, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on va aller chercher la réduction de coûts, on va aller chercher une scalabilité qui est forte. Donc, parce on a des clients, on arrive, ils ont 15 000 balles par mois de facture cloud, on arrive à aller chercher 30% en faisant mieux les choses. Ça les intéresse. Mais c'est sûr que si tu es en full on-prime chez OVH avec 3 serveurs qui sont hyper puissants et tes images Docker, elles bougent comme ça, tranquille, ouais, je vais pas te conseiller de faire ça, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, donc faut voir le gain, faut voir si on va faire une réduction côté coût cloud, faut voir si si l'équipe en a besoin aussi. Une question par rapport à Backstage. Vous l'avez du coup enlevé grâce Ouais, aux skills. ouais. On est en train de le déprécier. D'accord. Parce que ceux qui sont arrivés après, c'est un peu une partie 1. Voilà. À la fin, j'aimerais bien avoir toutes les datas de qu'est-ce qu'on a gagné, combien il y a eu de PR, de montrer des graphes, ce serait super cool. Mais c'est en train d'être testé et de mis en place, quoi. Donc il y aura sûrement une part 2 de cette conférence. J'espère. Ouais. Comment vous gérez les skills le cas que Backstage ne couvre pas pour les bots, très bon pour Bootstrap, même si l'interface est très discutable. Comment gérer les cas de mise à jour? Exemple, j'ai un projet qui a bootstrappé ses différents besoins, sa base de données, son compte, etc. Ouais.
il y a des nouvelles versions, ces composants qui sortent de mon catalogue de services. Comment vous faites cette mise à jour? Est-ce que c'est couvert par le skills? Est-ce que vous avez d'autres process que vous avez en tête pour GraphQL? Ouais, ben, de plus en plus, on est en train de le couvrir par les skills. On est en train de décrire comment on doit faire une mise à jour. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est que, j'en ai pas parlé là, mais c'est qu'on a mis en place Release Please, qui va permettre, avec des regex, de voir si quelle partie du code a été modifiée. Parce que autant côté backstage, on était assez serein de se dire, bon bah voilà, il a créé une base de données, j'ai toujours le même résultat, c'est un formulaire, à la fin j'ai mon YAML, on peut merger direct. Là, on a moins confiance en Claude. Donc du coup, on ping automatiquement les DevOps là-dessus, pour qu'ils puissent venir relire ce que produit Claude et qu'on soit OK qu'il n'ait pas fait n'importe quoi, quoi. Donc on gagne du temps dans toute cette partie un peu update, comme tu dis, qui est un peu, qui est un peu rude à mettre en place sur Backstage. Mais par contre, on a automatisé en fonction de quel fichier est modifié, qui c'est que je dois appeler pour relire la PR. De quoi, pardon, je n'ai pas entendu? Ok. Ok, faudrait que je regarde. Je connais pas forcément tout cet outil, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, merci. De rien. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'exemple de Netflix Ouais. qui se paye rien en envoyant tout sur un compte web. J'ai pas cet exercice qui paye rien Ah, en fait, quand je dis qu'il paye rien, c'est qu'en fait, il paye pas le temps de compute. Alors, j'ai fait toute une vidéo sur la chaîne YouTube de la société que vous pouvez retrouver ici, qui explique ça, qui explique l'OCA. Donc, c'est une vidéo qui dure une quinzaine de minutes. Donc, elle date d'il y a 2-3 ans, etc. Donc, les choses ont peut-être changé. Peut-être que maintenant, ils payent leur serveur. Je suis pas sûr à 100% que maintenant, ils ne payent plus. À l'époque, ils avaient fait un coup de maître en le donnant, en le payant à un seul FAI pour que tout le monde ait envie de l'avoir, pour éviter de perdre des users. Mais en fait, le fichier va être téléchargé une fois. Et donc, eux, ils vont payer ça, ils vont payer le compute, le fait parce que le fichier est stocké chez eux, sur leur serveur, etc. Ils vont le compresser, ils vont le mettre dans le format voulu, et ils vont l'envoyer à tel endroit. Et en fait, il va être stocké sur ce serveur-là, et ce serveur-là, il va avoir les films les plus vus, quoi. Tu vois. Et donc, du coup, quand toi, tu viens chercher ce film, tu viens pas le chercher sur un serveur de Netflix. Tu viens pas chercher sur un temps de compute qui est payé en ce moment par Netflix. Tu viens le chercher sur un serveur qui est stocké chez le FAI, qui est payé, dont l'électricité qui sert à produire ce serveur-là, il est payé par le FAI. Et la maintenance est gérée par le FAI. Et donc, du coup, ça leur coûte quasiment rien, si ce n'est les droits de diffusion. Bien sûr, il y a des trucs, il y a des métriques qui remontent, qui capturent, genre par exemple, quand tu t'arrêtes dans le film, il y a des métriques qui remontent. Donc, quand je dis que ça leur coûte zéro, j'exagère un peu, parce qu'ils doivent aussi stocker les métriques user, qu'est-ce que tu as regardé, à quelle heure, machin, et y revenir plus tard quand tu relances Netflix. Donc non, j'exagère un peu en disant que ça leur coûte totalement zéro, mais en tout cas, ça leur coûte moins cher que de venir chercher chez eux le film. Parce que déjà, ils sont sur AWS, et AWS, tu payes le transfert sortant et entrant, et faire sortir de la 4K non-stop pour des millions de personnes, à Netflix en trafic de sortie, c'est monstrueux, quoi. Quand j'ai fait la vidéo, il l'était. Je suis pas, ouais, je vais pas tous à 100%, donc ça a peut-être changé. Pas de souci. Ouais. Certains éléments en open source, etc. Ben, ouais, je pense on va l'ouvrir à l'open source, parce que c'est... Est-ce que, je sais pas si... je me demande quel est l'avenir de l'IA au fond, parce que peut-être que demain, une application, ça sera ni plus ni moins que 200 pages de Word, et puis à chaque nouveau modèle, on va tout réécrire, on va jeter le code à la poubelle, et il y aura un nouveau modèle qui va tomber, on va rebalancer nos 200 pages de Word dans le modèle, et puis il va nous reproduire un nouveau code, un nouveau truc. Et le code sera peut-être totalement futile. Donc peut-être qu'on va partager en open source le prompt,
nous a permis de le faire. Je sais pas. J'ai vu quelques trucs sur les skills Cloud, on parle de marketplace et tout ça, il y a une structure qui est un peu Ouais, kill.sh bizarre. aussi. Kills.sh, ouais, aussi. Possible, ouais. Hmm. J'ai vu ça, mais dans la tête de Cloud, on parle de créer des marketplaces dans des repositories. Est-ce que c'est un truc aspect de ça, ou est-ce que c'est juste que c'est arrivé après ce truc-là? Euh, Ça va tellement vite. Pas, ouais, c'est vrai que c'est hyper dur. J'ai encore vu ce matin Cowork qui est sorti, je sais plus, il est sorti hier ou un truc comme ça. Enfin bon, voilà, ça va trop vite. Tout ce qu'il faut, c'est essayer des trucs, tenter des choses. Donc ouais, j'avais vu skill.sh, mais est-ce que c'est inspiré? Oui, en tout cas, ça nous a aidé à se dire que ça serait pas mal de créer une bibliothèque interne adaptée à la société. Ça, c'est une évidence. Mais on s'est aussi rendu compte que voilà, c'était la seule manière qu'on pouvait mettre en place pour vraiment toucher les stagiaires et essayer de les faire travailler. Désolé pour les stagiaires, c'est vrai qu'il y a des étudiants. Je suis pas méchant, je suis désolé. Les clouds, et donc du coup, pouvoir un peu les manipuler sans être derrière, quoi. Donc ouais, c'était naturel en fait de choisir ça. Une question par Ouais. rapport à Ouais. par rapport à la gestion des licences, des tokens, des coûts, comment ça se passe, nous, en termes d'attente pour les utilisateurs? Je sais pas trop comment voir tout. La partie payer une licence au dev, ça pour le coup, j'ai pas trop d'infos là-dessus, mais après, euh, on a un client qui est le numéro 1 français de consommation de API de Cloud. Et donc du coup, bah, en fait, l'idéal aujourd'hui, ça reste quand même d'avoir plusieurs clés API qui permettent de pouler ça et pouvoir les distribuer aux agents, quoi. Et donc aujourd'hui, ben, eux, ils ont des clés API, ils ont des tokens pour consommer d'autres tokens. Et donc du coup, après, en ce qui concerne dans le local, pour le coup, enfin pour tous les devs, c'est pas trop notre partie vu que c'est un client. Bah après, lui, il a payé une licence à tout le monde, mais je sais pas combien ça doit lui coûter, mais c'est 200 € à peu près par dev, quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Donc pour le nombre de devs, bon, ça coûte un petit peu. Mais à quel prix? À augmenter la vitesse de production? Je sais pas. Ouais. Comment vous gérez la répartition entre les infos qui seraient dans la JSON de chaque repo et le skill? Il y a le risque de dupliquer l'info ou... En fait, dans chaque repo, le skill guard, la structure, c'est tous les mêmes. Et après, dedans, s'il a besoin d'intégrer un nouveau skills parce que ce projet-là a besoin d'accéder au fait de. Enfin voilà, j'ai besoin d'une queue, donc du coup, je vais avoir besoin de la façon dont on va créer une queue, bah, il va le rajouter dans son skill en disant qu'il a le droit, en fait, d'aller. Il a besoin de ce skill-là, il devient un mandatory. Et donc c'est que ça qu'on va modifier. Mais sinon, globalement, il ne doit pas y avoir d'intelligence ou de choses qu'on doit vouloir modifier ou changer dans le skill guard. Le skill guard, il est juste là pour faire le lien en disant tu dois utiliser la skill CLI. Donc tu dois télécharger. Ce mandatory, tu dois les télécharger, tu n'as pas le choix. Et après, il y a cette liste-là que tu dois pull. Voilà. Et tu me prends la dernière version à chaque fois. Donc du coup, on a réduit la logique qu'il y a dans celui qui est dans chaque repo. Après, sinon tous les skills sont dans un seul et unique repo. Il y a d'autres questions? Ouais. Tu parlais de Terraform et de Crossplay. Ah oui, Est-ce que les deux sont j'ai oublié d'expliquer, merci, j'ai oublié d'expliquer pourquoi. C'est juste parce qu'en fait, au début, il faut bien démarrer quelque chose, quoi. Et donc, au tout début, Crossplane, il s'installe sur Cube. Et donc, du coup, si on n'a pas Cube, on n'a pas Crossplane. Si on n'a pas Crossplane, on n'a pas de Cube. Donc du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, il faut bien démarrer quelque chose. Et le Terraform, d'ailleurs, on le voit dans le schéma, c'est que le Terraform, il sert à faire uniquement la déclaration. Il doit être là. Là. En fait, il y a un lien ici. Terraform, il vient que créer le cluster. Bon, il vient créer un peu plus de choses en vrai, parce que pour créer le cluster, il faut un VPC, il faut un subnet, il faut ce genre de truc. Donc en fait,
dans le Terraform, on va créer la base de la base et normalement, ce qui ne bouge pas, quoi. Et donc, il y a une autre chose auquel je suis pas du tout rentré en compte là-dedans, mais que dans le livre que j'ai écrit, je suis rentré un peu plus profondément là-dedans, c'est qu'en fait, on fait un compte AWS pour ce client-là, c'est un compte par environnement. Donc vraiment, on a tout séparé. L'idée, c'est de reproduire exactement la même chose sur staging et sur prod. Donc on a un compte de staging et un compte de prod. C'est les mêmes infrastructures qu'on déploie, tout ça pour pouvoir reproduire au mieux un problème qui est arrivé sur production pour pouvoir le reproduire directement sur staging. Donc du coup, est-ce que ça répond à ta question? Donc il y en a besoin pour ça, mais après, une fois que c'est fait, ben, on utilise la dynamique de crossplane pour pouvoir faire des allers-retours, supprimer des trucs, modifier des choses, etc. Et ben, ça, c'est la step d'après. On est en train de mettre en place. Ce que j'aimerais bien à la fin de ce client, c'est qu'il soit capable d'aller démarrer un environnement de preview et pouvoir utiliser le MCP de Argo pour essayer d'aller lire dans Argo, de savoir si ça a bien démarré. Et si tout a bien été lancé, puisque faire des environnements de preview suite à une PR, c'est très simple dans Argo CD, on arrive à le lancer automatiquement. Grâce à toute la techno d'Argo, on arrive en fait simplement à dire nouvelle PR, du coup, je démarre un environnement. Et du coup, j'aimerais bien que Cloud soit capable de dire ah tiens, je vais aller vérifier si ça a bien démarré, si ça n'a pas démarré, pourquoi, etc. Ça serait chouette. Donc ça, c'est un peu la step d'après. Et voilà. Et j'aimerais bien aussi qu'il fasse les jobs de CI, parce qu'en fait, en fonction, il y a un truc qu'on aimerait intégrer aussi, c'est utiliser des lints spécifiques en fonction des langages qui sont utilisés, etc. Et ça, tout ça, ça va être de la modification de skills. Ça va être, il va falloir tester, modifier. Et puis en plus ça grandit, plus l'impact de changer un skill commence à sentir de l'inertie en fait, et ça commence à être un peu plus même compliqué de voir les changements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Sur cette slide-là, tu parlais de preview 1. Aujourd'hui, on utilise Compose pour Docker, transformer des fichiers Docker Compose en YAML aim à déployer. Est-ce que tu as un retour d'expérience sur Score par rapport à la simplicité d'abstraire pour les devs, la possibilité d'écrire leurs besoins et de la transformation qu'il y a derrière? Est-ce que Score, c'est cool? Est-ce que tu as un avis dessus? Est-ce que c'est overkill, trop compliqué? Est-ce qu'ils vont utiliser des values pour elle, tout simplement, ce genre de truc, peut-être crossplay? Je vais être honnête, je l'aime pas. Voilà. Je trouve que le mettre en place, c'est un peu trop prendre le dev par la main. C'est rajouter un peu de complexité. Et je pense que ça va un peu loin dans l'automatisation. Ou en tout cas dans la façon dont nous on l'a mis en place. Je trouve que c'est un peu overkill. Ça fonctionne, hein, tout le monde en est content, mais enfin, les devs sont plus ou moins contents, mais moi, si je devais refaire cette infra pour moi, je pense que je le mettrais pas. Ouais, ça fait un composant de plus à maintenir, à update, etc. Ouais. Ouais, j'adore Crossplane, ça permet de faire du GitOps jusqu'au bout. Moi, j'aime bien, ouais. Je pense que, voilà, demain, est-ce que ça va pas virer et puis on va mettre un. Maintenant qu'il arrive à cliquer Cloud sur une interface IHM, peut-être que demain il va créer la FileSQL tout seul, mais ça bouffe encore un peu trop de tokens, donc on est tranquille pour l'instant. Mais en tout cas, si, j'en suis plutôt bien content. Et puis ça permet de garder une structure. Et demain, en fait, on prend le repo, on le lit, c'est clair, on sait les ressources. On aime bien ce bruit. Et on lit les ressources qu'il y a et on sait ce qui est créé, quoi. Et puis en plus de ça, avec Argo, c'est assez sympa. On arrive dessus, le dev, il a accès à ses projets. Tout est rentré dans chaque projet, donc ses ressources, elles sont dans son projet. Lui, il voit que ses ressources, il voit pas les ressources d'une autre équipe, voilà.
Il voit pas aussi tout le reste, c'est-à-dire le KS, tout ça, etc. Donc ça, ça reste de notre côté. Mais du coup, ouais, moi, je suis assez partisan. J'aime bien. Ouais, vas-y. Tu disais, pour un petit peu dans les IHM, c'est quoi, là, d'un point de vue plus sécurité, la redline, périmètre à pas dépasser? Tu disais GitOps, est-ce que le code ne peut pas s'arrêter à écrire dans le Git et après il sait plus ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est une bonne idée de lui donner accès par exemple au cluster, de lui faire modifier? Est-ce qu'on ne sort pas du coup de la logique GitOps en faisant ça? Ou alors est-ce qu'il a un accès par exemple en lecture avec des MCP, il peut juste aller lire des infos, mais pas de Je pense qu'elle est là, la limite. C'est qu'elle est dans la capacité à Claude à prendre une information pour son besoin pendant son run à lui. Donc j'utilise MCP pour aller voir sur Argo si un environnement de preview a bien démarré, s'il est OK et s'il n'y a pas de log d'erreur. Ça, je pense qu'on est OK. Après, l'appétence qu'on a, c'est, nous, on a un client à Lyon, c'est interdit d'utiliser l'IA pour des questions de souveraineté, de machin, de trucs bidules. Et donc, il n'y a personne qui utilise du cloud et ce genre de trucs. Et donc, et ça, c'est une appétence 100% business, quoi. C'est vraiment, est-ce qu'on a le droit d'y aller à fond ou est-ce qu'on laisse tomber? Mais il faut accepter aussi de donner pas mal d'informations et toute sa connaissance, parce qu'en fait, il va aller poncer tout le repository. Donc du coup, on donne en fait tout ce que nous on construit au quotidien, on le donne à Claude, quoi. Donc faut l'accepter. Le jour où on pourra runner ça en local avec un simple petit rack, ça serait incroyable, mais c'est pas pour tout de suite, je crois. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Super, merci à vous en tout cas d'être venu. Regardez ça.